Nous étions arrêtés précédemment sur une énigme, en tout cas une réalité anthropologique qui est à la fois le défi de la science politique et à la fois la cause de la politique. À savoir qu'il existait en l'homme deux tendances contradictoires, une tendance sur le fait qu'il est naturellement politique, et la deuxième chose, c'est qu'il semble, en tout cas, que l'ensemble de l'être humain partage une tendance à la domination mutuelle et que cette tendance est vraiment partagée par tout le monde. Alors, dans la Somme de théologie de Thomas d'Aquin, la Somme de théologie, donc pour vous redire un petit peu la vie des uns et des autres, Thomas d'Aquin est un jeune noble qui va découvrir qu'il a une vocation particulière, une vocation à rejoindre un ordre religieux nouveau qui vient de se créer, qui est un ordre mendiant, qui s'appelle les Dominicains. Pourquoi c'est un ordre mendiant ? C'est-à-dire que c'est un ordre qui ne vit pas de son travail et qui mendie sa nourriture et sa vie, et ses moyens de subsistance, pardon. Et Thomas d'Aquin va être l'élève d'Albert le Grand, voilà. Et puis il va être professeur à la Sorbonne, à la faculté des arts. C'est un philosophe et théologien qui va être absolument incroyable dans sa capacité d'écriture, où il va écrire sans arrêt pendant plusieurs années. Et notamment, il va faire ce qu'on appelle une somme de théologie. Ça consiste en quoi, une somme de théologie ? C'est de reprendre l'ensemble des questions qui peuvent exister et d'y répondre sur à la fois des questions philosophiques et en plus des questions théologiques. Alors, il y a 4 tomes à la somme de théologie de Thomas d'Aquin. Vous avez la Prima Pars, la Prima Secundae, donc la première partie de la deuxième partie. Ensuite, vous avez la Segunda Secundae, c'est-à-dire la deuxième partie de la seconde partie, et la Tertia Pars, qu'il n'a pas écrit en totalité, puisqu'il est mort avant. Comment se compose la somme de théologie ? Ou plutôt, comment on procédait à l'époque ? C'est lié à la manière d'enseigner de l'époque. À l'époque, on enseignait par questions disputées. Ça consistait en quoi ? Je suis le professeur, bonjour. Est-ce que Dieu existe ? Bon, chers étudiants, vous avez donc entendu cette question, est-ce que Dieu existe ? Je veux que toute cette partie-là, vous bossiez pendant plusieurs jours, pour savoir, vous allez bosser en défendant la thèse que Dieu n'existe pas. D'accord ? Et vous allez travailler pendant plusieurs jours là-dessus. Vous, cette partie-là, je veux que vous défendiez la thèse inverse, Dieu existe. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Bible ou une autorité dit que Dieu existe. Bon courage. Je vous laisse bosser pendant plusieurs jours. Hop, plusieurs jours plus tard, on se retrouve. Alors, est-ce qu'on peut commencer par ceux qui ont travaillé la question, selon l'angle du fait que Dieu n'existait pas ? Donc là, certains d'entre vous vont se lever devant tout le monde et vont dire... Voilà, tel argument pour dire que Dieu n'existe pas. Est-ce que certains parmi vous, ceux qui pensent la thèse inverse, peuvent réagir ? Donc là, il y en a un qui se lève, voilà, patati patacoufin, et voilà. Et on fait ça plusieurs fois. Il y a à peu près un argument par élève, donc il faut imaginer, et un contre-argument par élève. Une fois que cette session d'arguments et de contre-arguments est donnée, moi, le professeur, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, et je vous l'argumente. Fin de la séance, on fait une pause,
on reprend le cours, et là, je vais dire, très bien, je vais répondre aux 60 arguments qui ont été donnés de ce côté-là. Et je vais répondre aux 60 arguments qui ont été donnés de l'autre côté. Chaque question de la somme, c'est comme ça. Vous avez la thèse, les objections, la réponse du prof, la réponse aux objections. Vous avez plus de 150 questions par tome, et sachant que chaque question peut avoir 1 à 17 articles sur plein de questions différentes, allant de donc Dieu existe-t-il à les anges peuvent-ils agir sur la matière, en allant aussi par le fait que la tristesse est-elle une émotion positive. Et Thomas d'Aquin n'a pas écrit que la Somme. Il a écrit plein d'autres livres, des commentaires d'Aristote, des commentaires de Boès, une Somme contre les gentils, un traité contre les avéroïstes. Il a écrit aussi un commentaire du Lombard. Il a écrit un nombre incroyable d'écrits. Et il est mort, je crois, à une petite quarantaine d'années. Sa mort est intéressante, il faut quand même en parler, puisque quelques semaines avant sa mort, il va se passer un événement un peu particulier. C'est lors d'une célébration d'une messe, rite catholique. Il va, au moment de l'élévation, qu'est-ce que c'est que l'élévation ? C'est quand le prêtre prend le pain et le vin qui ont été consacrés, dont ils ont changé de nature, ils sont devenus le corps et le sang du Christ pour les chrétiens, et pour mimer l'offrande faite du Christ au Père, le prêtre va faire une élévation, il va lever le plus haut qu'il peut pour offrir Jésus au Père. Au moment de l'élévation, il lève et il reste comme ça. Il faut imaginer qu'il y a un servant d'hôtel derrière qui tient la chasuble. Et ça dure plusieurs minutes. Finalement, ça dure 1 heure. 1 heure et demie. 2 heures. Avec un visage, il paraît complètement transfiguré, complètement changé. Bref, il se passait quelque chose. L'enfant de cœur qui est derrière, il a un peu de mal, vous voyez ? Il repose. La messe s'arrête et Thomas ne parle plus. Du tout. Il était en train de dicter un livre à son secrétaire qui s'appelait Frère Réginald. Et Frère Réginald est à côté de lui et dit alors, et Thomas ne parle plus pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'au moment où Réginald commence à dire frère Thomas, on n'a pas fini la somme de théologie, il nous reste encore le sacrement de mariage et le sacrement des malades à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Et Thomas se tourne vers lui et lui dit « Tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. » Frère Réginald est pris de panique et va rassembler tous les manuscrits de Thomas, de peur que Thomas y foute le feu. Mais c'est pour vous dire que Thomas a vécu quelque chose. Il est mort quelques semaines après, en allant au concile de Lyon. Il va trébucher, il va s'ouvrir la tête, et en fait, il va mourir quelques heures après. Quelques jours après. C'est pour vous dire qu'il a vécu une expérience spirituelle, mystique. Je sais pas, en tant que philosophe, c'est très difficile de le dire, mais c'est pas le premier. Socrate était capable de rester des heures en catalepsie, en plein milieu d'Athènes, voyant quelque chose que les autres ne voyaient pas. Donc visiblement,
des personnes qui vivent des choses. Voilà. Mais Thomas a vécu ça à la fin de sa vie. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui avait une haute opinion de l'intelligence humaine jusqu'à la fin de sa vie. Ou dans l'expérience qu'il a faite, il s'est rendu compte que l'intelligence humaine n'arrivait qu'à produire de la paille par rapport à la réalité. On est quand même très content de la paille qu'il nous a laissée, donc je vous propose qu'on en lise un morceau sur la question du péché originel. Nous l'avons dit, nos premiers parents furent privés, à cause de leur péché, du don divin qui maintenait en eux l'intégrité de la nature humaine, et sa suppression fit tomber la nature humaine dans des déficiences ayant un caractère pénal. C'est pourquoi ils furent doublement punis. D'abord en ce que leur fut retiré ce qui convenait à l'état d'intégrité, le lieu du paradis terrestre, et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden. Et comme l'homme ne pouvait revenir par lui-même à cet état de première innocence, c'est avec raison que furent ajoutés les obstacles l'empêchant de retrouver ce qui convenait à ce premier état, à savoir la nourriture, afin qu'il ne cueillât pas de l'arbre de vie, et le lieu. Dieu posta devant le jardin d'Éden des kéroubim, des chérubins, et la flamme du glaive fulgurant. En gros, Thomas déclare une chose, il est impossible à l'homme de revenir à cet état d'harmonie. C'est impossible. Et c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est un théologien qui le dit, mais c'est important pour les êtres humains de l'entendre au niveau politique. Le paradis n'est pas possible sur Terre. Et là, je reprends la casquette du philosophe. Les idéologies sont toutes fausses. Celles qui vous promettent le bonheur d'une société idéale, c'est faux, c'est stupide. C'est comme quand Freud essaie de vous parler du fait qu'il est impossible de revenir à l'innocence de l'enfance. Ça n'est pas possible. Ça ne sert à rien d'essayer de le rechercher, vous voyez. Ça n'est pas possible. Et il y en a plusieurs. Premièrement, l'immortalité, ça n'est pas possible d'atteindre l'immortalité, contrairement à ce que vous direz Laurent Alexandre, par exemple. Même avec des machines les plus abouties, l'immortalité n'est pas possible. Et de la même manière, le lieu, autrement dit, l'état de non-trouble intérieur, n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, il y a une deuxième punition, parce que la première n'était pas suffisamment bonne. Mais secondairement, ils furent punis en ce qu'ils furent assujettis à ce qui correspond à la nature lorsqu'elle est privée d'un tel don. C'est-à-dire lorsqu'elle est privée de la proximité avec Dieu, avec cet état originel. En cela, quant au corps et à l'âme. Quant au corps, auquel appartient la différence des sexes, une peine fut affectée à la femme et une autre à l'homme. À la femme, une peine plus affectée, selon les deux liens qui l'unissent à l'homme, la génération des enfants et le partage des activités familiales. Quant à la génération des enfants, la femme fut punie doublement. Ah, la vache! D'abord, quant aux fatigues qu'elle éprouve en portant l'enfant lorsqu'il est conçu, ce qui est signifié par ces paroles « Je multiplierai les peines de tes grossesses ». Ensuite, quant à la douleur dont elle souffre en enfantant, dans la peine tu enfanteras. Quant à la vie familiale, la femme est punie en ce qu'elle est soumise à la domination de son mari. Selon ces paroles, tu seras sous le pouvoir de ton mari. Mais de même qu'il appartient à la femme d'être soumise à son mari en ce qui concerne l'économie familiale, de même il appartient à l'homme de procurer ce qui est nécessaire à la vie. En cela, il est puni d'une triple façon. D'abord par la stérilité de la terre, maudit soit le sol à cause de toi. Ensuite par la préoccupation du travail, sans lequel on ne retire pas les fruits de la terre. À force de peine, tu en retireras subsistance tous les jours de ta vie. Enfin, quant aux obstacles que rencontreront ceux qui cultivent la terre, elle produira pour toi les épines et les chardons. Pareillement aussi, en ce qui concerne l'âme, et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse plus dans l'aspect philosophie politique, et décrit le triple châtiment qui fut le leur. Premièrement, quant à la confusion qu'ils éprouvèrent de la rébellion de la chair contre l'esprit. C'est pourquoi il les dit, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que, pour Thomas d'Aquin, ce que beaucoup de philosophes ont pu observer, les stoïciens en tête, etc., il y a une rébellion. Attention, quand on entend la chair, ce n'est pas le corps à proprement parler. Il y a une rébellion de notre vie sensitive
contre notre vie rationnelle. On voit très bien ce qui est bien à faire, ce qui serait bon pour nous, mais on ne le fait pas parce qu'on a envie de ne pas le faire. Vous voyez, c'est un peu le même délire, vous savez, des gens qui commencent à fumer. Ça, moi j'aime bien ça, les gens qui commencent à fumer. Tout le monde leur a dit que c'était une connerie. Sur le paquet même des clopes, il leur a dit que c'était une bêtise. On leur dit, voilà, fumer provoque le cancer du sida, enfin des trucs comme ça, enfin des trucs abominables. Non, mais et puis avec des photos de plus en plus gore, tu vois. Ouais. Et pourtant, ils vont le faire quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont envie. Parce qu'ils en ont envie. Et la raison n'est plus capable de maîtriser ce genre de choses. Vous voyez, ça, Aristote n'arrive pas très bien à l'expliquer. Comment ça se fait que parmi les animaux, l'être humain soit le seul pour qui ça déconne ? Le lion n'est jamais submergé par une de ses facultés. Tout est ordonné. Tout est bien ordonné. Le chat, c'est pareil. Tout est bien ordonné, en fait, dans la nature animale. Chez l'homme, par contre, tu as des gens qui se disent « Allez, je vais agresser quelqu'un dans la rue. » Pourquoi ? Parce que j'en ai envie. Il y a des gens qui vont voler, il y a des gens qui vont mentir, des gens qui vont faire plein de choses comme ça. Deuxièmement, quant au remords de leur propre faute, c'est pourquoi il est dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » L'homme s'en veut d'être comme ça. C'est quand même terrible. Il pourrait très bien être une bête qui veut dominer les autres, qui veut se faire plaisir, mais il s'en veut de ça. Il éprouve une inadéquation, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce qu'il est. On pourrait être des pervers assumés. Allez, ça va être le mantra de notre cours. Assumons notre perversion. Mais non. Parce qu'au-delà de s'en vouloir, qui est un peu psychologique, il y a un caractère inadéquat à faire le mal. La preuve, c'est ce qu'Aristote va déclarer, aucun voleur n'aime d'être volé. On a beau voler en permanence, dès lors qu'on va nous voler quelque chose, on ne va pas dire « oui, c'est normal ». Aucun dominateur n'aime être dominé. Aucun menteur n'aime qu'on lui mente. Il y a une inadéquation en nous au mal. Et troisièmement, quant au rappel de la mort à venir, c'est pourquoi il est dit à l'homme « tu es glaise et tu retourneras à la glaise », que Dieu leur fit des tuniques des peaux est aussi un signe de leur mortalité. Et ça, vous voyez, c'est la sagesse des stoïciens, chers amis. C'est que la philosophie politique va devoir prendre en compte le fait que nous sommes mortels. Et donc que la vie politique doit prendre en compte cet aspect mortel. Poutine va mourir. Trump va mourir. Peut-être un peu plus vite d'ailleurs. Mais n'importe quelle personne que vous admirez va mourir. Oh, soyons plus forts que ça. Vous allez mourir. Oui, vous pouvez me dire oui, comme tout le monde. Non, je ne parle pas de tout le monde. Je parle de toi. Tu vas mourir. Et en plus, le truc le plus drôle, alors ça c'est encore plus amusant, tu ne sais pas quand. Ah ah. Pour certains, là dans cette pièce, ça sera dans plein d'années. Pour d'autres, ça sera peut-être dans 20 ans. Pour d'autres, dans 10. Pour d'autres, dans 5. Peut-être que certains, c'est en rentrant de la SOC. Et regardez comme notre psychologie nous protège, on se met à rigoler. C'est une bonne nouvelle pourtant. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Et en plus, alors attendez, parce que la meilleure blague, le truc le plus marrant, c'est pas tellement que vous allez mourir, c'est que vous allez dépérir. Et ça va commencer très tôt.
C'est-à-dire que là, il y a une certaine jeunesse qui anime la majorité d'entre vous. Mais comprenez bien que cette jeunesse, elle va passer très vite. Très très vite. Vous allez tomber malade. Vous allez perdre la beauté que vous aviez. Là où vous êtes capable de vous mettre une murge à 4,8 grammes dans le sang et le lendemain matin d'aller en cours. Dans 5 ans, vous n'y arriverez plus. Là, vous êtes capable de faire du sport autant que vous voulez. Dans plusieurs années, vous ne pourrez plus. Et la philosophie politique va devoir gérer ce genre de choses, parce qu'on va devoir côtoyer des gens qui vont mourir, qui sont proches de la mort. Regardez des gens en retour de vacances qui s'arrêtent sur le bord de la route pour regarder les accidentés avec leur téléphone portable. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Regardez un pays en guerre avec des gens qui meurent. Regardez des pays sujets à des pandémies avec des gens qui meurent. Vous savez, ça m'a fait marrer. Le Covid nous a rappelé qu'on était mortels. Des gens mouraient. Et on nous disait ça dans les informations. Il y a des gens qui meurent. Oui, il y a des gens qui meurent. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et ça, c'est ce que la philosophie politique va devoir traiter. Donc vous vous rendez compte que le politicien, quand il se retrouve à devoir connaître la communauté humaine, il doit connaître des gens qui sont potentiellement pervers polymorphes, deuxièmement, qui sont mortels, et troisièmement, qui aspirent quand même au bien. Et c'est pas simple pour la philosophie politique. Résultat, il va falloir décider quel est le bien que vous voulez pour votre communauté. Vous vous rendez bien compte que je ne suis pas en train de vous dire quel est le bien qui existe pour votre communauté. L'homme politique, c'est celui qui va dire quel est le bien que je veux pour ma communauté. Qu'est-ce que je veux comme bien ? Demandez à n'importe quel homme politique aujourd'hui quel est le bien qu'il veut pour sa communauté. Oh là là, mais il n'y a rien, c'est nul, c'est zéro, c'est néant. Et c'est terrible. Parce qu'il y aurait plein de biens possibles. On va commencer par les biens idéologues, qui sont partagés principalement par les religieux. Le but de la vie politique, c'est la sainteté. Non. Ça, c'est le but de la communauté monastique. Dans les monastères. Les mecs, ils viennent dans un monastère, les femmes viennent dans un monastère. Pourquoi ? Pour devenir saints. Et tout est orienté pour devenir saint. Alors, pour les chrétiens, c'est très simple. Vous supprimez la richesse, pour que les gens soient pauvres. Vous supprimez les partenaires sexuels, pour que les gens soient chastes, et vous supprimez leur volonté démesurée d'hubris en les faisant obéir. Pauvreté, chasteté, obéissance, grâce à ça, vous avez viré tout le problème de la chair par rapport à la raison. En principe. C'est le principe des règles bénédictines, par exemple. C'est qu'on se rend bien compte, ça ne s'extirpe pas si facilement. La sainteté, vous voyez, ça va être, d'un point de vue plutôt laïque maintenant, ça va être le marxisme, le communisme. Toute la pensée de gauche. Et la pensée de la gauche, c'est la pensée de la sainteté. Il faut vous rendre parfait. Il faut que vous soyez pour l'égalité absolue. Il faut que vous soyez pour la tolérance absolue. Il faut que vous soyez gentil avec tout le monde. Il faut que vous soyez capable de vivre avec votre voisin en lui donnant tout. Ça, c'est l'idéal de gauche. Ensuite, vous avez la sainteté
au sens de l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'idéal de la pensée de droite. Il faut réussir dans la vie, par le travail. Évidemment, si tu travailles, tu réussiras. Grosse blague du monde. Il faut aussi être pour l'individu, pour l'épanouissement de l'individu. Il faut une hégémonie culturelle. Il faut libérer les marchés. Ça, c'est la sainteté vue par la droite. Or, la communauté politique, je vous le dis sans ménagement, ne va pas pouvoir arriver à ça. Elle n'y arrivera pas. Si elle vise la sainteté au sens chrétien du terme, bon courage. Je vous invite à fonder un parti dans lequel on prône chasteté, obéissance et pauvreté. Bon courage, chers amis. Vous allez revenir avec plein de copains. La pensée de gauche, elle est impossible. Fabrice Lucchini disait quelque chose de très intéressant. Il disait « J'aimerais bien être de gauche, mais il faudrait une bonté d'âme tellement inaccessible que je ne peux pas. » Méfiez-vous des gens qui, je vous le dis tout de suite, qui se raccrochent à un parti politique et qui se disent de gauche ou de droite. Méfiez-vous. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune pensée politique. Ils ont une pensée idéologique. Si par contre la personne vous dit « je suis de gauche parce qu'elle aime les pauvres », bon, elle n'est pas de gauche. Elle aime les pauvres. Si elle vous dit je suis de droite parce qu'en fait elle aime la famille, elle aime certaines valeurs, ou elle aime, je sais pas, la liberté, bon, elle n'est pas de droite. Elle aime la liberté, elle aime la famille, elle aime certaines valeurs. Vous voyez, méfiez-vous de la pensée de droite et de la pensée de gauche. Ce ne sont que des idéologies qui, en fait, je vous dis ça sans condamnation morale. Vous pouvez être de droite, vous pouvez être de gauche, je m'en fous. Mais comprenez bien, il y a un risque de récupérer l'idée de la sainteté pour en faire une idée politique laïque. Alors vous pouvez vous dire, très bien, le bien que je veux pour la communauté, c'est plutôt, on satisfait les besoins vitaux. Vous avez certains hommes et femmes politiques qui vont avoir ça en tête. Il faut que tout le monde puisse bouffer, il faut que tout le monde puisse boire, il faut que tout le monde puisse vivre confortablement, et on va lutter contre la précarisation. Souvent, ce genre d'idée politique est présente dans des sociétés où ça va très mal. On n'a pas le temps de se prendre la tête sur des problématiques autres. Vous voyez, donc vous prenez des pays très pauvres, vous prenez des pays en guerre, vous prenez des pays qui sont dans de graves crises, eh bien, la plupart du temps, on va se concentrer sur les besoins vitaux. Il y a d'autres biens qui vont être poursuivis par le politicien. Ça va être d'essayer de lutter contre les vices. Alors souvent, ce genre de gugus politique, ça vire très régulièrement à la dictature. Vous prenez le gars dans les Philippines, par exemple, le président philippin. Le mec avait un combat. Il s'est dit, moi je veux lutter contre la drogue et contre l'alcool. Il a essayé par des moyens un peu soft, ça n'a pas fonctionné. Il s'est dit, très bien, je mets en place une autre loi. Quiconque voit quelqu'un de drogué ou de bourré dans la rue peut le tuer à vue. Et c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un de bourré dans la rue, quelqu'un de drogué, eh ben, je peux vous assurer qu'on est passé au jus de pomme. Hein. Alors, tout le monde a dit que c'était un fou. Ah oui, c'est sûr que c'est un peu timbré de procéder comme ça. Mais c'est un gars qui s'est dit, je vais lutter contre le vice. Comment il s'appelle, ce président, je ne sais plus de quel pays, d'Amérique du Sud, qui a dit, je vais lutter contre les cartels de drogue. Comment ? Oui, Guatemala. C'est lui qui a dit dans les prisons, on arrête la bouffe. Ouais, c'est ça. Lutter contre les cartels de drogue. Alors,
il a emprisonné, il a fait une descente, il a proposé l'état d'urgence, il a fait une descente dans tout le pays, il a mis en prison plein de gens. Le cartel de drogue, pas content, oui. C'est Salvador, merci, pas Guatemala, Salvador, merci beaucoup. Résultat, il a emprisonné plein de gens, le cartel de drogue n'était pas content du tout, et ils se sont mis à faire des attentats. Lui, il a dit, très bien, si ça continue, j'arrête de nourrir les gars dans les prisons. S'il y a un attentat, j'arrête de nourrir les gars dans les prisons. Et si ça continue, je bute régulièrement dans les prisons des gars du cartel. On va jouer le rapport de force. C'est un bien que l'homme politique vise, lutter contre le vice. Vous imaginez en France quelqu'un qui arrive, qui dit « Bonjour ». Alors à partir de maintenant, celui qui est surpris en état de fraude fiscale, je lui coupe un doigt. Un doigt, ça va. Évidemment, pas sous anesthésie. Et bien là, le gars, on va lui dire, mais t'es un malade mental. Pourquoi ? Pourquoi ça serait un malade mental ? Et c'est là la question de la philosophie politique, vous voyez. Quelle est la bonté du moyen employé par rapport à la finalité qui est poursuivie ? Et donc va se poser une question, la question de bien de la communauté. On a appelé ça la question du bien commun. Alors, c'est une notion qui émerge, le bien commun, c'est une notion qui émerge dans la philosophie médiévale. Ça n'existe pas avant. Un des premiers penseurs à l'avoir thématisé, c'est Albert le Grand, justement, qui dit qu'il y a deux modalités au bien commun. Premièrement, la modalité qui concerne la sécurité matérielle. Et deuxièmement, la dimension qui concerne la perfection morale. Il y a deux réalités au bien commun que doit poursuivre l'homme politique, la sécurité matérielle et la perfection morale. Sécurité matérielle, donc c'est viser la prospérité de l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, on a transformé ça en poursuivre la croissance. Ça n'a rien à voir. D'accord ? La croissance, c'est la production de richesse. L'augmentation de la production de richesse dans un pays. Ça n'a rien à voir avec la prospérité des habitants. Vous pouvez très bien avoir 1% de la population qui produit 99% de la richesse d'un pays et qui en jouit. La question de la prospérité, c'est comment chacun des citoyens, chacune des personnes qui fait partie de la communauté, arrive à s'enrichir. L'homme politique, selon Albert le Grand, doit viser le fait que chacun puisse s'enrichir. Chacun. Et deuxièmement, selon la perfection morale. Chacun doit pouvoir s'enrichir et s'enrichir aussi au niveau de toutes ses facultés, intelligence et volonté compris. C'est-à-dire que vous allez devoir être capable... C'est quoi la perfection morale ? Dites-moi. Quand on dit perfection morale, ça veut dire quoi ? Ouais. C'est quelqu'un qui agit uniquement pour le bien ? Non, c'est pas quelqu'un qui agit uniquement pour le bien. Je nuancerai. Oui. Pouvoir développer une vie vertueuse et gagner en vertu. Gagner en vertu, pourquoi ? Parce que ça permettra d'avoir une harmonie dans la société. Ça permettra d'avoir une harmonie dans la société ? Non. Ouais. Précision de la
conception du bien et du mal précise. Comment ? Précise. Une... Conception du bien et du mal. Ça, c'est la perfection morale ? Je dirais. D'avoir une conception plus précise du bien et du mal ? Non. Ça, c'est plutôt la sagesse pratique. Ouais ? Pour permettre le bien commun. Non, la perfection morale, oui, mais vous voyez, c'est beau, c'est magnifique, vous n'allez pas faire de la philo pour rien, vous êtes débile. Mais c'est pas de votre fait, hein, vous y êtes pour rien. Mais vous pensez que la morale, c'est pour quelqu'un d'autre ? La perfection morale, c'est pour quelqu'un d'autre. Dans le but d'aider la société, de l'harmonie, de machin, mais pas du tout. Ouais ? C'est peut-être donner à chacun les facultés dont il a besoin pour poursuivre son propre bonheur. Super. Pour le dire plus simplement, hein, la perfection morale, c'est le bonheur. Pourquoi vous voulez être plus vertueux ? Si ça ne vous rend pas plus heureux, vous l'évacuez. Faire le bien, ça c'est la révélation que vous devez entendre aujourd'hui. Hein. Faire le bien, ça fait du bien. Faire le mal, ça fait du mal. À qui ? À vous. Pourquoi, dans l'éducation, vos parents, la société, etc., vous disent « c'est bien de faire le bien ». C'est pas pour que vous leur obéissiez. C'est parce que c'est bon pour vous. C'est pas bon de faire le mal. Dans le sens où tu vas être malheureux, tu vas être malheureuse. Eh oui. Alors tu ne le sais pas encore parce que tu n'as pas encore expérimenté. Va expérimenter le mal, tu vas voir, t'inquiète pas. Va expérimenter. Vas-y, fais-toi plaisir. Pendant 1 an, tu te dis, je couche avec tout le monde, n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle position, pour me faire plaisir. Fais-le. Et on voit ton état à la fin de l'année. Et il n'y a pas de condamnation morale. Tu fais ce que tu veux. Objectivement, il n'y a personne qui va être derrière toi en disant « Tu ne fais pas ça ». Non. Essaye, va te droguer. Va te droguer. Allez, vas-y. Va te droguer. Et tu reviens dans 1 an. Et on voit si ça t'a fait du bien. Mets-toi en colère, comme ça, tout le temps. Dès que tu éprouves un petit peu de colère, non. Nine. Vas-y, mais fais-le. On va te voir si ça va te faire du bien. T'as des pensées de tristesse en permanence, écoute-les. Désespère, vas-y, va désespérer. T'as peur tout le temps ? Sois lâche, laisse-toi aller à la lâcheté. Ne prends aucune décision, procrastine, ne travaille jamais, ne fais jamais d'effort sur toi. Vas-y, fais-le, et tu verras ce que ça te fait. Ça, c'est la révélation grecque, chers amis. N'y mettez pas l'enfer, le paradis, n'y mettez pas un juge extérieur à vous-même. Le seul qui va être coupable par rapport à vous, c'est vous. Vous allez vous faire du mal. Mens en permanence. Oh, tu verras. Pour les psychologues, c'est hyper intéressant. Sachez que chaque vice donne lieu, poussé à l'extrême, à une pathologie mentale. C'est hyper intéressant. Et ça, vous voyez, c'est des règles terribles. La perfection morale, faire le bien, c'est pour notre bien. Vous voyez, il y a des penseurs qui ont thématisé la main invisible du marché. Adam Smith et compagnie. Comme si l'ensemble des convoitises humaines allait mener à quelque chose de mieux. Bien sûr. Bien sûr. Ça mène à quelque chose de mieux, pas du tout. La perfection morale, c'est donc le bonheur humain. L'homme politique, il doit viser quoi ? Le bonheur humain et la prospérité. Vous remarquez qu'à aucun moment Albert le Grand dit que la prospérité, c'est le bonheur humain. C'est sûrement nécessaire, mais c'est pas le bonheur. Alors ça, j'aime bien, parce que vous avez beaucoup de comptes Instagram qui publient des phrases du style « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est toujours des gens pétés de thunes qui te disent cette phrase. Évidemment que l'argent est nécessaire au bonheur.
suffisamment. Il n'en faut pas énormément, il n'en faut pas de manière disproportionnée, mais il t'en faut suffisamment. Va voir une société de pauvres où tu as les enfants qui meurent parce qu'il n'y a pas assez à bouffer. Non, mais c'est pas bon. Et d'ailleurs, tu remarqueras, c'est un adage, c'est un peu grossier, excusez-moi, mais la merde engendre la merde. Quand tu te retrouves dans la rue, ça va pas aller de mieux en mieux. Ça va être de mal en pis. Et c'est terrible. Quand il t'arrive une daube, si tu réagis à la daube dans la daube, eh ben ça va que créer de la daube. Donc voici ce que recherche l'homme politique, le bien commun. Alors, Thomas d'Aquin va aller un peu plus loin par rapport à l'idée d'Albert le Grand, c'est qu'il va dire que tout ce qui va être de l'ordre de l'action bonne va participer au bien commun. En gros, Thomas d'Aquin, il rajoute l'idée de la participation. C'est-à-dire que toi qui fais quelque chose de bien, tu contribues au bien commun. C'est plus seulement l'homme politique qui va décider du bien commun, c'est toi, en agissant dans ta société, tu contribues au bien commun. Vous voyez, c'est tout un tas de questionnements, par exemple, sur la question écologique. Qui doit se réformer au niveau écologique ? Dans le but du bien commun. Certains sont partisans du fait de dire c'est à l'homme politique d'imposer des lois à tout le monde, ou seulement à certaines personnes, et vous avez d'autres personnes qui disent c'est chacun qui doit prendre conscience de la conscience écologique, etc. Mais prends autre chose. Allez, je vais m'amuser. Bon. Regardez des séries sans payer. C'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est bien ? Et le problème, c'est que, comme c'est devenu possible, certaines personnes vont dire « si, c'est bien ». Et après, des personnes vont argumenter. Ils vont dire « non, mais en même temps, c'est beaucoup trop cher, ils se gavent, et machin. » Donc, en fait, quand je regarde une série gratuitement, c'est un acte de résistance. Et puis ils disent ça en y croyant à moitié en plus. Ils savent très bien qu'en fait non, ils regardent une série gratuitement parce qu'ils n'ont pas la thune. Et qu'ils ont juste envie de regarder la série. Oui, mais généralisons le propos. Si tout le monde fait ça, si tout le monde de notre société fait ça, est-ce que c'est bien ? Dans le sens où, est-ce que ça va nous rendre heureux ? Qu'est-ce que ça va entraîner comme problématique ? Il y a toute une analyse, actuellement cinématographique, qui est très intéressante. C'est que le phénomène des séries a fait baisser la qualité des films. Et même, il y a des gens qui regardent les séries en avance 1,5. Ou en avance 2. C'est-à-dire, on est tombé dans le fast-food de la série, de l'image. Et donc, en fait, on n'a plus de grandes œuvres qui nous habitent pendant plein de temps. On a juste des épisodes de séries. Et les gens vont vous dire, par exemple, j'aime les séries. J'aime telle série. Mais dans les séries, on est d'accord qu'il y a certains épisodes qui valent plus que d'autres. Il y a plus de qualité, il y a plus de... Bref, si tout le monde fait ça, la question va se poser. Quelles conséquences sur l'ensemble, sur le collectif ? L'idée de participation, elle est glaçante parce que le bien que vous faites aide la communauté, le mal que vous faites nuit à la communauté. Alors ça me fait marrer parce qu'on a des discussions passionnées entre philosophes évidemment. Par exemple, la question du porno. Parce que c'est un phénomène de société. On est dans une société qui est la première société pornographe. Ça veut dire quoi ? Où on a industrialisé le processus. Il faut se rendre compte qu'avant, j'aime bien dire ça, c'est pas cool. Bon. Avant, tu te baladais avec ta copine dans la rue, et là tu avais un monsieur qui venait te voir et qui te disait « Bonjour, est-ce que ça vous dirait de venir chez moi ?»
Puis vous le faites dans le salon, et moi je regarde, et je mastique le pinceau pendant que vous le faites. Mais je vous paye, hein. Ce mec-là, on dit, c'est un malade mental. Et nous, notre société, on est tous là en train de s'astiquer devant des gens qui en plus font mine de le faire. Ils le font pas vraiment, ils font mine. Et on est tous derrière notre écran, là, comme ça, en train de le faire, et voilà. C'est quand même génial. On a fait d'une pathologie voyeuriste un système normal. Bon, quelles conséquences ça a? Parce que c'est ni bien ni mal en tant que tel. Hein. Enfin, je veux dire, ne prenez pas ça de permis défendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Prenez Amazon. J'ai envie d'être livré à Noël. J'ai envie d'être livré à Noël. De mes cadeaux de Noël. Et donc je vais accepter, en faisant mes petites commandes, que, c'est un scandale qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qu'en gros ils n'ont même pas assez de temps pour aller pisser les employés d'Amazon. Et donc ils ont des petites bouteilles à côté pour pisser pendant qu'ils sont en train de préparer les colis. Je veux des tomates toute l'année. Résultat, j'ai les champs dans le nord de l'Espagne de tomates, où toute l'année ils font des tomates hors sol. Et il y a des gens qui sont exploités, notamment c'est souvent des migrants qui n'ont pas de papier, et voilà. Ma petite tomate. Et vous voyez, quand on fait ça, la première tendance que l'on va avoir, nous, c'est de culpabiliser. Regarde, c'est pas bien. C'est pas bien ce que je fais. Comprends bien. Il faut bien distinguer, comme le dit Thomas, dans la participation. Tu n'es pas responsable des différentes industries qui se sont mises en place et qui utilisent ta convoitise. Tu n'en es pas responsable de ça. En revanche, limite tout ce que tu peux pour le moins participer à ce genre de choses. Pourquoi? Dans le but de la vie politique. Et vous voyez, ça, alors, pour vous expliquer, hein, moi j'enseigne surtout la philosophie morale. Et le propre de la philosophie morale, du philosophe moraliste, c'est qu'il ne fait pas la morale. Je ne suis pas là pour vous dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais » ou « Ah, c'est bien ce que tu fais ». Parce qu'on ne connaît ni l'intention ni les circonstances de la personne, ni même l'acte en lui-même, on ne le connaît pas très bien. En revanche, soyons lucides sur nous, les amis. Soyons lucides sur ce qu'on fait. Arrêtons de nous voiler la face. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose, vous voyez. Mais soyons conscients que nous participons à beaucoup de choses. Ensuite, il y a l'Église catholique qui a décidé de donner une définition du bien commun qui n'est plus du tout la même. Elle définit le bien commun comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Vous voyez, l'Église catholique, elle va dire celui qui recherche le bien commun, c'est celui qui recherche les conditions de la perfection des personnes. Il n'est pas responsable de la perfection morale des gens, mais il doit leur donner la possibilité de l'être. Il doit donner la possibilité aux gens d'être dans la perfection morale, d'être heureux, d'être dans leur bonheur, vous voyez. Et croyez-moi, quand quelqu'un est vraiment animé de politique, de la philosophie politique, il va être constamment en train de rechercher ce qui peut permettre aux uns et aux autres d'être bons, d'être eux-mêmes. Et donc il y a des règles à avoir. Je regarde juste. Ah, c'est ça. Vous savez qui a inventé les maisons closes? Ouais. C'est Saint Louis. Saint Louis a inventé les maisons closes, les maisons des prostituées. Pourquoi? Oui.
Alors, c'est pas pour ne pas perdre leur dignité à être sur les trottoirs. C'est pas pour ça. C'est plus prosaïque que ça. Il y a deux raisons. Ouais. Attendez, pardon, après. Est-ce qu'ils savaient que de toute façon c'est quelque chose qui allait continuer à perdurer, donc autant leur donner? Alors oui, mais leur donner comment? Mais vous avez raison. De toute manière, les gens iront voir des prostituées. De toute manière. Donc si je l'interdis, ça va multiplier les choses qui vont permettre de contourner le système. Le porno. Eh oui, récemment, l'État français a interdit aux sites hébergés en France de ne plus demander la carte d'identité. Donc les gens sont obligés de dire qu'ils ont 18 ans, qu'ils ont plus de 18 ans pour aller sur les sites pornographiques en France. Quelle a été la conséquence? Une baisse massive du porno, la redécouverte des partenaires sexuels réels, le fait de la sexualité épanouie, la drague tout à fait encadrée, pas du tout. La découverte du VPN. La capacité à détourner simplement, à faire croire à un réseau que vous êtes dans un autre pays. Ce qui vous permet d'ailleurs d'accéder au catalogue des différentes plateformes vidéoludiques de telle sorte que vous ayez tout le catalogue à moindre prix. En plus, si vous dites que par exemple vous êtes en, je crois que c'est Turquie, Netflix peut être atteint à 2,99 €. N'est-ce pas génial? Oui, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et justement, Louis savait très bien que si, Louis IX, s'il se mettait à interdire la prostitution, il allait se passer quoi? Ouais. Il allait se passer, pas forcément des viols, mais il allait y avoir des commerces des commerces oui, commerce noir, mais c'est pas, ça fait l'esclavage là, ça n'a rien à voir. Ça y est, je l'ai plus. Comment? J'entends pas. En tout cas, un commerce parallèle. Marché noir, merci, voilà, merci. Un marché noir au niveau de la prostitution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de créer des institutions dans lesquelles tout le monde peut y aller sans être absolument pas... personne ne sera puni d'y aller. Tout le monde peut y aller. Et par contre, elles n'ont pas le droit de travailler le dimanche. Donc elles ont forcément un jour de repos. Et elles payent des impôts. Et oui, elles payent des impôts parce que ce sera un travail. Et vous voyez, Louis IX a parfaitement compris que le but pour combattre un tel mal, ce n'est pas de supprimer ce mal. Parce que ça voudrait dire qu'on doit supprimer à l'intérieur de soi la convoitise. Or, ça n'est pas possible. La sainteté n'est pas possible par des moyens politiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner les meilleures conditions possibles. On va donner les meilleures conditions possibles. Encore plus drôle, la cigarette aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec la cigarette. Pourquoi on ne l'interdit pas? Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait ça avec l'alcool. La prohibition. Ça a entraîné une mafia terrible, mais vraiment une mafia terrible. Un commerce parallèle qui était terrible. Donc finalement, vous voyez, quand l'Église catholique essaye de dire que le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée, ça suppose qu'on accepte qu'il existe du mal, du moindre mal, du bien et du meilleur bien. Ouais. Mais du coup, comment vous expliquez que la drogue soit toujours interdite en France, que c'est quand même un coût d'argent impressionnant pour... Oui, comment ça se fait que la drogue soit toujours interdite alors que ça serait une manière d'avoir des impôts, ça serait une manière de réguler, de détruire aussi les violences et puis les différentes mafias qui peuvent exister? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ah ben pardon, si vous pensez que je suis une boîte à réponses, vous avez loupé. Et qu'il y a des questions, je n'en sais rien. Vous voyez, des gens qui vous parlent
Ouais, enfin, comment ça se fait que le cannabis soit pas légalisé dans notre pays, alors qu'il l'est ailleurs, par exemple? En fait, la question se pose. Attention, je ne dis pas que je suis pour, hein. Je ne dis pas que je suis contre non plus. La question se pose. Et il faut donner des raisons pour ça. Et des raisons non idéologues. Aujourd'hui, en termes de sécurité intérieure, il y a une réponse qui a été donnée. C'est que s'ils se mettent à légaliser le cannabis, il y a beaucoup de quartiers qui deviennent hors de contrôle. Parce qu'il y aurait une trop grande perte d'argent de la part des trafiquants. Et donc en fait, ça créerait beaucoup de troubles. Vous voyez ? Donc il y a des raisons sécuritaires qui disent non, on ne le fait pas. Il y a des raisons de santé publique, évidemment. Mais il y a aussi des questions sécuritaires. Alors, l'ancien doyen de l'IPC, qui s'appelle toujours Michel Boyancé, avait donné une définition du bien commun en disant que c'était le meilleur bien des personnes en tant qu'ils sont en relation les unes aux autres, dans l'unité d'une société politique. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Le meilleur bien des personnes en tant qu'ils sont en relation les unes aux autres dans l'unité d'une société politique. La seule difficulté que l'on a avec cette définition, c'est une question. C'est quoi le meilleur bien des personnes ? Oui, c'est le meilleur bien des personnes en tant qu'ils sont en relation les unes aux autres dans l'unité d'une société politique. Tout est important dans cette définition. On va revenir sur la question du meilleur bien, mais c'est le meilleur bien des personnes, et pas des personnes prises en tant qu'individus, mais en tant qu'elles sont en relation les unes aux autres. Et dans l'unité d'une société politique, c'est-à-dire qu'il faut que l'on considère bien une cité. Il n'y a pas de bien commun entre une personne actuellement qui vit en Chine et une personne qui vit actuellement en Bretagne. J'ai pas dit en France, j'ai dit en Bretagne. C'est la Bretagne, c'est pas la France. Parce qu'il faut bien comprendre que ces personnes-là ne sont pas en relation réelle. On parle d'un bien qui est le bien de personnes en tant qu'elles sont en relation réelle. Réelle ne veut pas dire virtuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une relation réelle ? C'est des relations dans lesquelles on partage une vie commune. C'est un peu... c'est un peu particulier, mais vous voyez, les réseaux sociaux, c'est génial parce que ça permet énormément de communication, énormément de liens qui peuvent se faire, mais en fait, ce sont des liens qui sont virtuels. Et donc, ils ne donnent pas lieu à une communauté politique. Oui ? Et du coup, avec la question de la mondialisation, est-ce qu'il y avait un sujet un peu plus global ? La mondialisation, c'est une approche idéaliste de la politique. Pourquoi ? Parce que vos besoins vitaux ne seront pas les mêmes qu'un gars en Afrique du Sud. Et on aura beau vouloir un gouvernement mondial de plein de trucs, etc., en réalité, la vie politique réelle sera une vie politique de personnes qui se rencontrent, qui se voient. Vous voyez, moi, je me questionne beaucoup en philosophie politique sur la notion de tourisme. Être un touriste, c'est la négation de la vie politique. Si je vais à un endroit, en n'en ayant rien à carrer de cet endroit, fondamentalement, j'y vais, pourquoi ? Pour moi, dans cet endroit. De telle sorte d'ailleurs que j'attends d'y avoir la clim, la piscine, et puis une connexion Internet. Non, mais j'y vais pour me dépayser. Pas du tout. Pas du tout.
Si tu voulais vraiment te dépayser, tu partirais 2 ans à un endroit. 2-3 ans. Et là, tu ne deviendrais plus un touriste, mais un voyageur. Quelqu'un qui voyage. Un étranger. Et là, c'est différent. La question, le rêve de la mondialisation, qui est en train de s'effondrer, le rêve de la mondialisation, ce serait l'idée de tous se tenir la main autour de la Terre et puis de partager ensemble toute notre vie. Ça ne fonctionnera pas. Et moi, je vous conseille de ne pas dépenser votre énergie à ça. C'est une perte de temps, en raison même de ce qu'est l'être humain. Mais bon, la pensée de la mondialisation, c'est une pensée chrétienne qui est devenue folle. Mais économiquement, aujourd'hui, on n'a pas le choix de subir la mondialisation. Si, tout à fait, vous avez le choix. On n'a pas le choix. Non, mais pardon, vous n'avez pas le choix. Non, pas du tout. Non, vous n'avez aucun choix du tout. C'est-à-dire, ça vient de la Chine, ça vient de la Chine, ça vient de Samsung, donc c'est la Corée, Sony, c'est Japon, ce papier, peut-être qu'il vient de France, mais l'encre, elle ne vient pas de France. Je veux dire, c'est bon. C'est-à-dire qu'économiquement, on est devenu un grand marché. Mais attention, marché ne veut pas dire vie politique. C'est-à-dire que la vie politique, c'est celle que nous avons actuellement. C'est celle que vous allez avoir quand vous allez aller bouffer. C'est celle le soir, moi j'adore, le soir quand vous en avez, 10, 11 qui ont décidé de parler très fort sous votre fenêtre. Ça, c'est la vie politique, les amis. C'est celui qui, allez, je le dis dès maintenant, c'est celui qui il n'arrive pas à suivre le cours s'il ne pose pas de questions. Donc de temps en temps, il pose une question. Mais il fait suer tout le monde. Parce que les gens ont envie que le cours avance. Je ne vous dis pas ça pour vous maintenant. Non, mais pour de vrai. Moi j'aime bien quand il y a des questions et ça ne me pose pas de problème. Mais comprenez bien. C'est ça la vie politique réelle. C'est dans le métro, la personne qui a la musique à fond. C'est, je sais pas, la personne qui va cracher devant vous, la personne qui va vous pousser, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la vie politique réelle. Oui, c'est pas le marché. Oui. Ça peut être un peu éloigné, mais est-ce qu'on peut considérer que nos pays voisins, comme vie politique, par exemple, quand il y a eu la Révolution française, en France, ça a pu provoquer plein de révolutions en Europe. Est-ce que ça peut être considéré comme une vie politique à peu près? Alors, un grec vous dirait que non, en gros, que des idées qu'une culture puisse rayonner indépendamment de son propre territoire, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas à proprement parler la vie politique. Parce que la vie politique, elle poursuit un bien commun, normalement. La révolution est plutôt une idéologie. À ce sens-là, vous voyez. C'est une idée qui veut essayer de s'imposer quel que soit le territoire. D'ailleurs, moi je vous invite, chers amis, à un peu vous renseigner. J'aime bien, il faut que vous alliez à La Roche-sur-Yon pour ça. Vous allez en Vendée. Et vous leur parlez de la Révolution française. Vous êtes un peu taquin, vous dites heureusement qu'on a eu Robespierre quand même. Hein. Et là vous vous rendez compte que, en fait, une vie politique réelle aurait voulu quoi? Si réellement on avait eu des hommes politiques, hein, la Vendée aurait quitté le royaume de France. Si on avait eu une politique, on n'aurait pas donné l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. On aurait demandé aux Lorrains et aux Alsaciens. On dit, bon, vous voulez quoi? Vous voyez, ça c'est de la vie politique. Dès lors que ça vient d'en haut et que c'est imposé aux autres, ça s'appelle de l'idéologie. Et la Révolution française a eu tendance à se répandre un peu comme ça. Oui? Quels sont les bords de la vie politique? Attends, borne spatiale? Oui, si on veut, parce que c'est ma question. Admettons que
c'est bien une vie politique. On a la même vie politique, pourtant je n'assiste pas à ça. Admettons une entreprise française qui va à l'étranger, qui converse avec l'étranger, une bien française qui fait partie intégrante de la vie politique française. Je n'y ai pas accès, pourtant c'est une vie politique, et pourtant on voit bien que aujourd'hui, en plus avec le marché dont on parlait tout à l'heure, tout est très transfrontalier. Donc où sont les bornes précises de la vie politique? Alors, vous voyez, je pense que... Alors, la question, c'est justement une entreprise française qui serait à l'étranger, que je ne vois pas, que je côtoie absolument pas. Est-ce qu'on a la même vie politique dans la mesure où elle participe au rayonnement de mon pays et en même temps, moi, j'y ai pas accès. Pour autant, c'est le cas d'énormément de réalités, vous voyez, dans notre territoire. La difficulté par rapport à cette question va être un peu désespérante, je pense, pour vous. C'est que la France n'est pas une communauté politique. D'accord ? La communauté politique, on va dire, enfin plutôt ce qu'on appelle la France aujourd'hui, c'est un territoire géographique qui possède une même juridiction, une même protection sociale, auquel tout le monde cotise, etc., un même régime politique, auquel plus ou moins de personnes adhèrent. Voilà. Mais ce n'est pas ça la vie politique, dans la mesure où ni les hommes politiques, ni les citoyens ne poursuivent la même finalité. Vous ne pouvez considérer qu'il y a une communauté politique que si les membres de la communauté politique poursuivent la même finalité. Vous allez me dire, c'est hyper idéaliste, ce genre de truc. En réalité, c'est ce que vous vivez. Mais c'est ce que vous vivez à des niveaux de réalité que vous ne considérez pas comme politiques. Quand vous allez chez un boulanger, vous vivez une interaction de type politique. Quand vous allez dans votre temple, dans votre église, au cinéma, dans un match de foot, etc., dès lors qu'il y a une interaction réelle, eh bien, vous êtes dans une communauté politique. Mais, quand vous êtes dans le métro parisien, vous êtes dans ce qu'on appelle une communauté politique par accident, pas par soi. Dans le sens où, certes, vous allez au même endroit, ou plutôt vous suivez la même direction, mais vous ne partagez pas la même finalité. Sauf si il y a un accident de métro et que vous vous retrouvez emprisonné dans cette rame de métro, sous des tonnes de gravats, etc., et que là, il faut s'organiser. À ce moment-là, vous commencez à vivre la vie politique. Vous voyez, il y a eu des situations comme ça, où des gens en spéléologie, donc ils étaient sous terre, etc., ça s'est effondré et ils ont dû rester plus de 3 mois ensemble. Au bout de 3 mois, c'est bon, vous l'avez constitué la communauté politique. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient des rôles un peu déterminés, il y avait des personnes, on savait qu'elles étaient plus fragiles que d'autres, il fallait les aider, il y a des personnes qui étaient blessées, il fallait les soigner, il y a des personnes qui étaient un peu plus fortes, on leur avait demandé de prendre des décisions, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça la communauté. La promotion que vous allez vivre à l'IPC, c'est une communauté politique. Mais libre à vous de faire en sorte qu'elle soit par accident ou pas. Vous allez voir, dans votre promotion, il y a des personnes, vous allez les voir que en cours, et terminé. Une fois les cours finis, on ne se voit plus, on ne fait plus rien ensemble. Et c'est très bien, on ne va pas les condamner, il n'y a pas de problème, c'est pas une secte. Quoique, non, si c'est pas une secte. Mais il faut bien se rendre compte, c'est ça la communauté politique. Moi j'ai vu une grande différence, vous voyez, j'ai quitté Lyon il y a 2 ans, et là on est arrivé dans un village, donc à côté là. La vie d'un village, c'est une vraie communauté politique. Et avec tout ce que ça comporte comme truc pas très sympa. Tout se sait. Tout se sait. Il faut aider les commerces du village. Il faut participer aux fêtes du village, même si c'est pas trop votre truc. Pourquoi ? Pour participer à la vie politique. Et oui, un maire de village, il a parfaitement conscience, d'une part des réalités de la mondialisation qui arrivent un petit peu partout, mais d'autre part du fait de devoir constituer une communauté en vue d'un certain bien. Ça me fait toujours marrer quand on voit les différentes fêtes du village. Depuis qu'on a débarqué dans un village,
on participe à des milliards de fêtes. Mais des fêtes, la fête du cochon. Pourquoi on fête le cochon? Alors en plus, région viticole, fête des vendanges, fête des pré-vendanges, fête des après-vendanges, fête de la mise en bouteille, vous avez toutes les fêtes, vous voyez. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est de se réunir. Quand vous avez un mariage qui a lieu sur la place de l'église, tout le monde est au courant. Les gens s'arrêtent, les gens applaudissent, les gens... Dans une ville, tout le monde s'en fout. Vous voyez, donc c'est le sens de la communauté politique. Et c'est très difficile pour la vie politique actuelle en France, parce qu'on doit gérer un territoire qui est, à proprement parler, ingouvernable dans le sens du bien commun. Qui plus est encore en Europe. Parler d'un bien européen, c'est très compliqué. Avec des pays qui ont une telle identité, mais vraiment une identité centenaire, voire millénaire. Comprenez bien que les États-Unis ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à faire un État fédéral. Ils sont gentils, eux, quand ils ont fait leur État fédéral, les États avaient pas plus de 150 ans. Ils n'avaient pas d'histoire. Nous, on s'est mis sur la tronche avec nos voisins depuis le début. Et un nombre de guerres incalculable. Je veux dire, mais c'était... Et puis, avec des histoires, des routes, des machins, des réconciliations, des machins, et on va dire, à partir de maintenant, on est tous les mêmes. Mais pas du tout. Pas du tout. Et nous, en plus, la France, on est au carrefour. Parce que nous, les Français, on est déjà... Dès l'origine, on a un melting pot de différentes cultures. On s'est retrouvé avec des Celtes, des Visigoths, des Francs, des Romains, des Germains. Vraiment, enfin, les Germains, c'est les Francs, mais voilà. On s'est retrouvé avec tout un tas de trucs comme ça. Je suis sûr qu'on n'a pas les mêmes problématiques que les pays scandinaves, hein, ou que les pays italiens, ou les pays espagnols, vous savez, qui ont le sang chaud, sauf que eux, ils ont été envahis par comment ils s'appellent, El Tariq, là, enfin, les gars qui se sont fait refouler à Poitiers, etc. Eux, ils ont connu plus de 800 ans d'islam. 800 ans d'islam. Il y a une histoire qui est incompatible avec l'histoire de France, qui n'est pas du tout pareille. Il n'y a pas eu 800 ans d'islam en France. Ça pour vous dire. Oui, la difficulté pour l'homme politique de poursuivre un bien commun. Vous voulez dire quelque chose? Je pense que vous venez d'apporter une grille de réponse à ma question. Enfin, ce que je comprends, c'est la pluralité de ces projets politiques et ces communautés politiques. Et la défaite qui fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'arrivent pas forcément à organiser la politique selon la philosophie. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plus face à des administrateurs qui essayent de faire en sorte que les communautés ne se tapent pas dessus, plutôt que face à des hommes politiques qui cherchent un bien commun. Vous voyez, la facilité pour le général de Gaulle de créer une unité politique. Mais c'est normal, on ressort d'une guerre. On ressort d'une guerre. Tout le monde était d'accord pour dire que les Allemands, c'était des connards. Tout le monde était d'accord, même les collabos, bizarrement. Bon, une fois qu'on l'a dit que tout le monde était contre les Allemands, ça nous permet de constituer une identité. On va se singulariser par rapport à l'Allemagne. On va reconstruire le pays. Oui, mais quand tout va bien depuis perpète, on se divise. Et c'est normal. Donc, quel va être le meilleur bien? Eh bien, vous allez avoir différentes écoles de philosophie politique. Des personnes qui vont vous dire il faut que l'homme politique recherche la paix, absolument. D'autres personnes qui vont dire il faut que l'homme politique recherche la sécurité. Il y a une grande différence entre la paix et la sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est un sentiment. Je me sens en sécurité. La paix, c'est une réalité. Un pays en paix n'est pas forcément un pays en sécurité. Et un pays en sécurité n'est pas forcément un pays en paix. Vous avez des personnes qui vont vous dire on doit rechercher la prospérité, on en a un petit peu parlé, d'autres qui vont vous dire on doit chercher la croissance. Vous savez, c'est la théorie d'Emmanuel Macron sur le ruissellement.
Moi, la seule fois où j'ai expérimenté le ruissellement, c'était dans la salle de sport. Mais sinon, le ruissellement du fait que plus tu donnes aux riches, plus ça retombe sur les pauvres, c'est une énorme blague. Ça marche dans un pays saint. Saint, S-A-I-N-T. C'est-à-dire où tout le monde, c'est Jésus. Là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne le ruissellement. Dans notre monde, ça ne fonctionne pas. Vous avez des personnes qui vont se dire, le plus important, c'est de rayonner. Vous avez parlé de la Révolution française. De rayonner. C'est-à-dire de réussir au niveau culturel à imposer une espèce d'envie vis-à-vis des autres. C'est un travail politique de faire ça. Déjà, il faut que notre pays rayonne à l'international. Vous avez des personnes qui vont dire ce qu'on doit rechercher, c'est le bonheur des individus, le bonheur des personnes. Bon, problème, c'est que souvent on confond le bonheur des personnes avec le plaisir. Et vous avez beaucoup d'hommes politiques qui veulent viser le plaisir. Vous connaissez évidemment cet adage, le pain et les jeux. Néron s'était rendu compte qu'il perdait en popularité, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rendu gratuit les jeux du cirque et la distribution de pain à Rome. Ça permet de calmer toutes les révoltes. Plus vous offrez du plaisir aux gens, moins ils seront susceptibles de se révolter. Dans l'URSS, par exemple, ils avaient divisé par 4 le prix de la vodka. Dans notre société, il suffirait simplement de donner à des gens la possibilité de se faire plaisir quand ils veulent, où ils veulent. Et normalement, ils ne seraient pas trop susceptibles de se révolter. Pas trop. Vous voyez, le plaisir comme faire baisser les révoltes. C'est différent du bonheur. Le bonheur va être exigeant pour un homme politique. Mais pour cela, il va falloir que l'homme politique et la communauté politique décident par quels moyens ils vont être conduits à la finalité qu'ils vont choisir. Et le moyen, par excellence, ça va être le régime politique. Le régime, le mode de gouvernement, le mode de détermination des lois qui régissent la communauté. Alors pour cela, il y a un petit texte que je voulais vous donner. Un texte de saint Augustin, La Cité de Dieu, dans lequel il va déclarer... Alors Augustin, petit laïus sur sa vie, Augustin est un riche romain. Sa mère, qui s'appelle Monique, est chrétienne. Son père est païen. Au tout début, Augustin va faire ses études. Il va être un véritable chenapan. Et il va réussir à devenir professeur d'éloquence, notamment dans la ville impériale de Milan. Il va être petit à petit séduit par la philosophie dite des manichéens. Mais bon, le problème, c'est qu'il va se mettre avec une femme. Or, les manichéens considéraient que la relation sexuelle, c'était quelque chose de vil et d'abject. Et Augustin va avoir un enfant, un fils. Donc, il va lâcher le manichéisme. Et il va se rapprocher du platonisme, néoplatonisme. Et puis, il va se rendre donc à Rome, où il va entendre parler d'un certain Ambroise, qui était à Milan, qui fait des homélies absolument colossales, absolument magnifiques, absolument incroyables. Et donc Ambroise va faire en sorte que Augustin se mette à comprendre que la Bible n'est pas complètement débile. Ça va le travailler, je vous passe les différentes étapes. Je vous invite à lire les confessions d'Augustin si vous voulez avoir un peu plus
de connaissances sur ça, mais vous allez voir, c'est absolument dingue. Augustin fait une sorte de dépression avec des crises de larmes et des crises d'angoisse continuelles, parce qu'il ne comprend pas le but de sa vie, il ne comprend pas ce genre de choses. Et surtout, il y a quelque chose qui le frappe, c'est qu'il est incapable de faire le bien qu'il essaye de faire. Il n'y arrive pas. Et voilà, et il se met à pleurer, et un jour qu'il est en train de pleurer, en fait, il est en train de déjeuner avec des amis, et puis il est atteint d'une crise de larmes à ce moment-là, donc il est obligé de sortir du repas. Il faut imaginer, c'est quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement. Il se retrouve au pied d'un arbre, et là il entend une comptine chantée par un enfant un peu au loin, qui dit « Prends Élie, prends Élie, prends Élie ». Pas Élie, le prénom Élie, mais prends et plus loin lis. Et lui, il se dit très bien, je vais prendre l'évangile et je vais lire. Et il ouvre au pif et il tombe sur la lettre aux Romains de Paul de Tarse, qui déclare que sans la grâce, on n'arrive pas à faire le bien. Et à ce moment-là, pour Augustin, c'est la révélation, et il se dit très bien, je deviens chrétien, et c'est parti, et je bosse le christianisme, et il va finalement devenir prêtre, alors qu'il ne le voulait pas du tout, il voulait rester philosophe, il avait créé un petit club de philosophie, une petite communauté philosophique, il était content, c'était dans le nord de l'Afrique, il était très content, et on est venu le chercher pour lui dire « Viens, il faut que tu sois prêtre ». Alors lui, il n'avait pas envie d'être prêtre, résultat, on le nomme prêtre, et résultat, il pleure à nouveau parce qu'il ne voulait pas être prêtre, et sauf qu'on lui dit « Mais t'inquiète pas, ne pleure pas, t'inquiète pas, tu seras bientôt évêque ». Alors il repleure d'affilée parce qu'il ne voulait pas du tout être un évêque. Il se retrouve donc à écrire contre les manichéens, il écrit aussi contre les différentes hérésies qui commencent à poindre un petit peu partout, et il finit évêque d'Hippone, et il va écrire des œuvres absolument magistrales qui vont, avec Boès, c'est les deux ouvrages qui vont nourrir l'Occident chrétien, les deux auteurs qui vont nourrir l'Occident chrétien pendant des siècles. Alors que justement Augustin assiste au délabrement de Rome petit à petit, Rome qu'il adore. Et il écrit dans la cité de Dieu, mais dans la maison du juste qui vit de la foi et qui voyage encore loin de cette cité céleste, ceux qui commandent sont au service de ceux à qui ils paraissent commander. Ce n'est pas en effet la passion de dominer qui leur fait commander, mais le désir de se dévouer, non l'orgueil d'être le maître, mais le souci d'être la providence de tous. Voilà ce que prescrit l'ordre naturel, voilà l'homme tel que Dieu l'a créé, car il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les reptiles qui rampent sur le sol. Et alors attention, moment très important, il a donc voulu que l'être raisonnable fait à son image ne dominât que sur les êtres irraisonnables, non pas l'homme sur l'homme, mais l'homme sur la bête. Voilà pourquoi les premiers justes étaient établis comme pasteurs de troupeaux plutôt que comme rois des hommes. Dieu voulant ainsi nous suggérer également ce que d'une part réclame l'ordre de la nature, ce que d'autre part exige la sanction du péché. Pour Augustin, c'est très clair. À l'origine, il n'y avait pas de gouvernement de l'homme sur l'homme. Mais en raison du péché, cela est devenu nécessaire. Et donc après la pause, on verra quels sont les différents régimes politiques que l'homme a inventés pour essayer de gouverner sur des hommes pécheurs. À tout de suite. La vidéo est maintenant terminée. Il te faut repartir
dans la réalité. Mais si tu veux vraiment avec moi continuer, faut pas hésiter et tu peux t'abonner. On danse, on sourit, la joie nous envahit, on s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici, on est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse, dans la communauté, on pense en cadence. Vas-y, abonne-toi, yeah, yeah, et entre dans la danse, yeah, yeah, vas-y, danse, danse, yeah, yeah. Retourne dans ta vie d'un pas décidé, car la philosophie ne va plus te lâcher, loin des folles folies et du prêt à penser. Tu vas goûter ta vie, c'est ça la liberté. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse, dans la communauté, on pense en cadence. On danse, on sourit, la joie nous envahit, on s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici, on est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse, dans la communauté, on pense en cadence. Abonne-toi.